Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là, de nous suivre, à ceux et celles qui se sont déjà abonnés à YouTube, à Facebook, Instagram, Twitter. Merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, ben allez-y vous abonner. On est sur toutes les plateformes, évidemment, sur toutes les plateformes audio. On a un épisode très spécial aujourd'hui, Salim qui est à côté de moi. C'est pas parce qu'on lance un message qu'on est en couple maintenant. Je t'aime bien, mais j'aime ma femme un peu plus. Non, c'est parce qu'on a un épisode très spécial aujourd'hui. On vous a déjà parlé de ça. On a notre première invitée. Oui. Et puis, pas des moindres, puisque c'est une élue de l'Assemblée nationale du Québec. Exact. Une des 125 privilégiés qui nous représentent à l'Assemblée nationale. On a le plaisir aujourd'hui de recevoir Madhwanika Kadé, qui est élue de Bourassa-Sauvé, une circonscription située au nord de la ville de Montréal et que je connais bien parce que j'ai sillonné cette circonscription à plusieurs reprises. Madhwanika, merci d'avoir accepté de te prêter au jeu avec nous, avec Georges et moi aujourd'hui. Bonjour George, bonjour Salim. Merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. En fait, j'ignorais que j'étais votre première invitée, donc je la prends sur place. Merci, quel honneur. En fait, Georges, c'est un habitué des podcasts. Il a un autre podcast qui a quoi, 4 ans, 5 ans? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. 4-5 ans, et lui a reçu des dizaines d'invités, et même des invités plutôt prestigieux, je dirais. Beaucoup plus que moi. Non, tu rentres là-dedans, je crois, Georges. Mais, disons que tu es notre premier invité dans ce cadre-ci, exactement. C'est ça. Politiquement parlant. Exactement. Mais, premièrement, en partant, c'est sûr qu'on est un peu en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Félicitations pour ton élection. On ne s'est pas vu depuis. C'est très tard. Moi, je vais te dire honnêtement, puis on parlait un peu de ça avant d'enregistrer. J'étais tellement content de voir ton nom circuler, parce que pour ceux qui nous écoutent ou qui ont l'habitude on n'a pas beaucoup d'épisodes, mais on a déjà parlé de ça, puis même dans mes autres podcasts, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Je suis quelqu'un qui n'est pas à 100% d'accord que le parti fasse des conventions ouvertes. I don't like it. Quand j'ai vu ton nom, j'ai dit, pourquoi est-ce que le parti ne prenne pas l'opportunité de... On a une personne qui est brillante, qui a l'expérience, qui est au parti, puis on va faire un peu le parcours, juste pour les gens qui te connaissent moins. Pourquoi rentrer dans tout ce jeu-là, là, pour juste montrer aux gens que, regarde, on est transparent, on est ouvert, puis c'est démocratique. Regarde, c'est pas ça le but, là. Moi, je suis tellement contre ça. Je comprends que des fois, c'est nécessaire, mais quand j'ai vu ton nom, j'ai dit, et si dans des comtés prenables comme ça, on prend pas l'habitude d'aller chercher les gens que, un, ont clairement un talent, et deux, peuvent représenter le futur du parti, pourquoi rentrer dans toute cette affaire-là? Donc, moi, j'ai croisé mes doigts, puis c'est pas je dis pas ça pour diminuer le travail que les autres candidats ont fait durant cette convention-là, mais j'ai croisé mes mains, puis je l'avais même dit à Jean-Marc, qui est ici, c'est ton conseiller. Je dis, man, I wish que cette fille-là passe, parce que on a déjà vu des jeunes candidats au Parti libéral du Québec, mais c'est rare qu'on leur donne des comtés qui sont gagnables. Et ça m'a toujours dérangé. Puis le fait que ton nom a circulé, puis évidemment, tu as fait une bonne campagne, tu as gagné ta convention, puis ensuite, évidemment, l'élection, j'étais tellement content. Parce que c'est rafraîchissant, premièrement, de voir des nouveaux visages au parti, puis des visages qui peuvent amener de la valeur au caucus, puis aux travaux parlementaires. Donc, j'étais très, très content pour ça. Merci, ça me touche. Merci beaucoup. C'est mot très généreux. Mais, tu sais, George, je suis d'accord avec toi. Tu sais, parfois, c'est nécessaire pour un parti politique de réserver quelques circonscriptions intéressantes pour certaines candidatures. Puis c'est correct. On connaît la game. Cela dit, puis regarde, je fais juste une dernière intervention parce qu'on veut surtout entendre Madame Kadé.
Madoua, on est en famille, Madoua. Non, mais le fait, moi, ce que je trouve formidable, le fait justement qu'elle soit allée en investiture puis qu'elle l'ait remporté, c'est que justement, ça n'a pas été un cadeau. C'est pas un cadeau qui lui a été fait, elle est allée le chercher, cette investiture-là, et si elle est aujourd'hui sur les banquettes de l'Assemblée nationale, c'est parce qu'elle a gagné une investiture, devenue candidate officielle du parti, a eu la confiance de ses citoyens, puis aujourd'hui a fait son travail. Mais Madoua, dis-nous un petit peu, t'as été... Et peux-tu nous raconter un petit peu ton arrivée au PLQ? Oui. Moi, j'ai une image de Madoua, si ça devait être peut-être la première fois que tu rentrais dans dans l'univers politique. Non, peut-être pas l'univers politique, mais en tout cas, voyons, comment ça s'appelle, la permanence. Ah oui. La permanence du Parti libéral du Québec à l'époque, sur la rue Waverly. Oui. J'ai comme une image qui est quand même assez claire. Je sais pas si c'était ta première fois, mais en tout cas, clairement l'une de tes premières fois. Parle-nous un petit peu de ton arrivée et puis tout ce que tu as fait, parce que tu as fait quand même beaucoup de choses, puis on veut t'entendre. D'accord. Écoute, d'abord, mon arrivée en politique, c'est un peu arrivé par hasard. Là. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était très impliqué à l'école, dans ma communauté, etc. Donc, ça faisait un peu partie de moi, mais je connaissais personne qui était en politique. C'était pas un univers avec lequel j'avais une grande proximité. Ça m'apparaissait assez inaccessible. Donc, je faisais un peu mes affaires. Puis à l'époque, c'était l'attaché de Mme Lynne Beauchamp, qui était la députée de Bourassa-Sauvé, qui cherchait des jeunes qui pouvaient représenter positivement Bourassa-Sauvé au parti. Pour donc prendre part au Congrès jeune. Donc j'ai pris ma carte de membre à ce moment-là dans Bourassa-Sauvé. J'ai pris part à mon premier Congrès jeune qui était à Sherbrooke, dans le comté du Chef à l'époque, à l'Université de Sherbrooke, Congrès jeune 2008. En 2008? Ben oui, exactement. Exactement. Avec deux de mes cousines, donc elle cherchait quelques jeunes, elle avait appelé, elle connaissait mon oncle qui lui disait « Ah oui, j'ai des nièces qui sont intelligentes, qui sont motivées et tout. » Puis donc on a pris notre carte de membre ensemble, donc on s'est dit « Ça va être une belle fin de semaine, ça va être intéressant. » Donc un peu par hasard, on se rend à Sherbrooke et là, je tombe littéralement, je tombe dedans comme Obélix, là, je tombe en amour. Je fais mes premières interventions au micro en nommant donc ma circonscription d'appartenance, Bourassa-Sauvé. Je trouve ça vraiment intéressant que des jeunes de partout au Québec se rassemblent, discutent d'enjeux sociaux. C'est la première fois que j'interagissais sur le plan politique avec des jeunes de différentes régions du Québec aussi, qui nous parlaient de leur réalité, des réalités qui sont encore, même 13 ans plus tard, 13, 14 ans, 15 ans plus tard, encore d'actualité sur le reprenariat d'entreprise, par exemple, sur la dévitalisation du territoire. Donc, c'était pour la première fois que j'étais confrontée un petit peu à ces enjeux-là. Puis évidemment, les congrès jeunes, c'était le fun. C'était très... oui. C'était une aventure. C'était vraiment quelque chose à l'époque. Puis, écoute, mes cousines, après ça, se sont dit, c'était intéressant, mais on n'a pas été plus intéressés que ça. Puis moi, je suis juste... la colle, elle a pris, comme on dit. Puis, je suis restée, j'ai continué à m'impliquer. D'abord, dans mon comté, vraiment juste dans Bourassa-Sauvé, avec l'association libérale, en faisant quelques activités. Puis ensuite, je suis montée sur l'association, j'ai devenu conseillère jeune femme sur l'assaut. Puis ensuite, je pense que là, quand cette image-là de moi qui entre à la permanence au 72-40 Riverly, définitivement l'une de mes premières fois. J'ai vraiment un souvenir de rencontres politiques où on échange, je ne sais plus exactement, donc de quel sujet on abordait, là, mais je me rappelle de ces rencontres, vraisemblablement à la commission jeunesse à ce moment-là. Donc, j'étais relativement gênée. Comme je dis, je connaissais peu l'univers, j'absorbais un peu tout ce qui était autour de moi, mais l'intérêt demeurait, l'intérêt de grandir dans cet univers-là, de voir la force d'impact qu'on peut avoir quand on s'implique en politique. Je trouvais ça extraordinaire. Puis, c'est comme ça que j'ai continué à m'investir en devenant ce qu'on appelait CDR, là, donc membre du Conseil des représentants, donc représentante régionale de Montréal-Nord à la commission jeunesse, puis ensuite vice-présidente de la CJ. J'ai été candidate en 2012, puis ensuite j'ai été présidente de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec. En 2012, tu as été candidate, rappelle-moi, parce que là j'ai un blanc. Dans quelle circonscription? J'étais dans Rosemont. Dans Rosemont. Contre Jean-François Lisée, donc la première élection Jean-François Lisée qui remplaçait à ce moment-là Louise Baudouin. Oh, oui, tout à fait, effectivement. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est parce que, tu sais, à l'époque où nous, on travaillait, il y avait tellement de jeunes qui venaient puis voulaient s'impliquer, puis, tu sais, ils ne savaient pas comment. Puis,
mon expérience en politique, moi, je suis rentré complètement par hasard. Moi, je savais pas qu'il existait des commissions jeunesse, puis des affaires de main, des associations. Je suis rentré vraiment par hasard. Mais l'exemple que je donnais toujours aux jeunes, c'est, par exemple, toi. C'était pas la seule. Il y a plein d'exemples de personnes qu'on a vues grandir à travers les rangs du parti, puis ont monté l'échelle. Puis, par exemple, toi, maintenant, tu vois, tu es rendu à l'Assemblée nationale du Québec. Puis, c'est des exemples à suivre pour tous ces jeunes qui se demandent comment je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Puis, des fois, c'est normal qu'ils trouvent un chemin, que le chemin est très, très long. Puis on a tellement vu cette impatience-là, surtout aux jeunes. Tu rentres, il avait comme 16, 17 ans, puis il voulait aller à Québec, puis il voulait être des attachés politiques. Puis on a dit, relax. Ça va venir, implique-toi, donne de ton temps. Puis l'exemple, c'est que, regarde, on a des jeunes maintenant qui se trouvent députés. Donc moi, je suis très content. Puis c'est... puis c'est important quand tu dis qu'on est plusieurs. Évidemment, là, moi, je suis à l'Assemblée nationale. Bon, évidemment, la Commission jeunesse, ça a longtemps été une pépinière pour recueillir certains talents, pour qu'ils deviennent, oui, des attachés politiques, mais également qu'on voit dans la société civile un petit peu partout. Puis moi, je suis vraiment heureuse d'être... Oui, évidemment, je suis heureuse d'être élue aujourd'hui, mais je suis heureuse d'être élue dans un contexte où j'ai évolué à l'intérieur de la machine, à l'intérieur de l'appareil politique, dans des instances militantes où j'ai pu rencontrer d'autres militants qui, aujourd'hui, évoluent dans des sphères stratégiques, à l'intérieur du débat public québécois, puis que j'ai la chance de connaître. Donc, ça facilite mon travail. Ça me donne une assise supplémentaire aussi. Ça me permet de cultiver des réseaux. Donc, je trouve ça vraiment incroyable qu'on ait eu cette espèce d'école, de club-école de la politique québécoise où on a pu tous se rencontrer, œuvrer ensemble. Et là, donc, on est des gens qui sont épanouis dans leur carrière respective à l'extérieur de l'Assemblée ou à l'intérieur même de la machine gouvernementale, puis qu'on est capable de se parler, d'évoluer ensemble. Pour moi, c'est un gain pour ma circonscription aussi. Ah non, c'est excellent. Puis, regarde, on peut passer tout l'épisode à faire une liste de gens qu'on connaît, qui ont commencé comme toi, qui sont rendus soit même à la télévision, comme analyste politique. Exactement. Puis, j'en connais pas. Je sais pas de qui on parle ici, mais on la salue quand même. Exact, mais plein de personnes. Puis, non, c'est magnifique. On va passer... Excuse-moi, juste avant qu'on aille un peu plus loin. Donc, par la suite, tu as été présidente de la commission jeunesse. Oui. Donc ça, c'est quand même un rôle important puisque la commission jeunesse, en théorie, représente 33% des voix à l'intérieur du Parti libéral du Québec. Exactement. Les instances sont représentantes. La CJ représente les 16-25 ans. C'est ça, mais alors, tout juste... Parce qu'on a des choses super intéressantes à discuter, donc on va pas trop rallonger ça, mais rapidement, peux-tu juste nous rappeler, parce que toi, tu as étudié à l'Université Sherbrooke. Moi, je me souviens que, d'ailleurs, j'étais super impressionné parce que tu faisais à la fois un bac en droit et un MBA, je Exactement, crois. oui. Donc, coop, le bac maîtrise. Moi, déjà, je me souviens à l'époque, quand j'ai appris ça, je me suis dit, pas mal, c'est vraiment incroyable. Puis par la suite, t'es allé aux États-Unis, je crois. Exactement. Donc c'est ça. Donc, moi, je complétais le bac maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Donc, c'est un programme qui fonctionnait automne, été, hiver. Donc, sans pause avec les stages coopératifs. Puis, après avoir complété mon stage du barreau, d'avoir été assermentée, je me suis dit, c'est un peu ma fenêtre d'opportunité si je veux aller à l'international. Puis, avoir quelque chose aussi quelque chose d'ailleurs, donc à ramener au Québec par la suite. Donc, j'ai fait ma maîtrise en politique publique à l'Université de Georgetown. Donc, j'ai passé 3 ans aux États-Unis. Incroyable. 3 ans à Washington, donc 2 ans à Georgetown. Puis ensuite, j'ai travaillé à la Banque mondiale là-bas, que j'ai commencé comme stagiaire après ma première année d'études. Puis j'ai continué par la suite, après avoir terminé ma maîtrise. Je suis demeurée un an de plus à Washington à travailler à la Banque mondiale. Bon, alors d'être élu à l'Assemblée nationale du Québec, c'était pas un accident, George. Exact. Non, je suis tellement content, comme je t'ai dit. Moi, quand le nom est sorti, j'étais comme, oh, come on, guys, une convention, franchement. Tu sais jamais ce qui va se passer dans une convention. Puis je dis, c'est une opportunité qui peut être manquée pour quelqu'un qui mérite d'être là. Évidemment, c'est pas comme ça que ça s'est déroulé. Heureusement pour toi, puis pour moi, que j'étais derrière toi, t'as réussi. On va passer à ce qu'on veut parler, un exercice quand même très important. Mais avant de faire ça, juste très rapidement, juste en introduction, évidemment, l'élection 2022. Une élection qui était, à notre avis, pas mal désastreuse là, pour le Parti libéral du Québec.
Toi, de ton côté, Oui. OK, c'était pas la première élection, mais c'est une élection où, évidemment, quand tu as un comté comme Bourassa-Sauvé, tu as des espoirs que, Oui. OK, c'est ma chance. Là, je vais Oui. rentrer à l'Assemblée nationale. Comment tu as vu cette élection-là? Comment je l'ai vécu Ouais. de l'intérieur? Mais j'ai passé... tu sais, je te dirais, je me suis vraiment concentrée sur ma circonscription. Puis, tu sais, on l'a dit, donc évidemment, donc, moi, je venais de passer à travers un processus d'investiture. Donc, moi, depuis le 9 juillet, j'étais sur le terrain tous les jours, déjà. Donc, pour moi, la campagne électorale, c'était un peu une phase supplémentaire là, de ce processus de campagne qui avait déjà commencé précédemment. Puis, au final, oui, bon, il y a tout ce qu'on dit sur le processus d'investiture. Mais moi, je pense que ça m'a vraiment donné un coup de main pendant la campagne, parce que ça faisait en sorte que je connaissais très, très, très bien mon terrain, je connaissais bien mes leaders, je connaissais bien... j'avais déjà une liste de membres supplémentaires qui, à la fois, pouvaient devenir des bénévoles et aller répandre un petit peu, d'aller élargir la tarte là, pour nous assurer là, de faire des gains en termes de sortie de vote. Puis on est quand même, en fait, on est l'une des circonscriptions à Montréal où le taux de participation a augmenté. Là. Donc, il a le plus augmenté, en fait, entre l'élection 2018 et 2022. Donc, je pense que ce processus terrain-là n'est pas étranger à ça. Puis, pendant la campagne électorale, je suis vraiment... Puis évidemment, je veux dire, on regarde ce qui se passe à la télé, on regarde ce qui se passe au national, c'est certain. Mais tu sais, je suis une personne qui arrive à demeurer très focus, très concentrée. Puis pour moi, je voyais vraiment... Je me suis vraiment concentrée sur le processus organisationnel dans le terrain, chez nous, puis à mobiliser notre électorat le plus possible pour arriver au jour J. Là, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu la campagne électorale, indépendamment de tout ce qui pouvait se passer à l'extérieur. C'est important parce qu'on va sauter de là au point que je vais dire maintenant, parce que certainement, tu avais réalisé que dans d'autres comtés, il y avait un manque de bénévoles. Il y avait un manque de candidats. Donc, on est arrivé à un point où peut-être l'intérêt, je sais pas, l'engouement envers le parti, je sais pas. Mais c'est intéressant parce que je pense que il y a juste un autre comté, c'est celui d'Enrico Ciccone qui a augmenté son pourcentage de vote. Toutes les autres comtés, ça a diminué. Donc, il y a certainement un sentiment qu'on a tous eu durant cette campagne-là qui allait un peu à l'encontre du parti. Puis là, on est dans cet exercice de savoir qu'est-ce qui est arrivé et comment on va le corriger pour les prochaines élections. Oui. Là, toi, comment ça s'est passé? Parce qu'on va parler de ce comité que le parti a formé, qui a une tâche quand même importante de réévaluer le... Moi, j'aime dire redéfinir, mais je ne sais pas ce que... Actualiser un petit peu nos valeurs, redéfinir peut-être, c'est surtout un comité de réflexion, mais c'est surtout un comité de consultation aussi. Là. Donc, l'objectif, là, c'est d'aller à la rencontre des membres, des sympathisants, des gens qui ont un intérêt envers le Parti libéral du Québec, qui s'intéressent à ce processus, puis d'aller à leur rencontre, puis de voir un petit peu... Qu'est-ce qui cause cette désaffectation? Puis je pense qu'on peut employer le terme ici autour de la table. Puis de voir est-ce que c'est une question de valeur? C'est pour vous, qu'est-ce que ça signifie être libéral en 2023? C'est tout simplement. Puis à partir de là, développer la conversation, puis voir où ce que les militants nous mènent. Puis je pense que c'est important que le processus soit qu'il soit itératif, mais qu'il soit le plus large possible, qu'on aille véritablement à la rencontre des gens pour qu'ils nous transmettre ce message-là, parce que je pense pas que nous, à 14, autour d'une table virtuelle en plus, qu'on ait toutes les réponses. Là. J'ai pas cette prétention-là. Moi, je dois t'avouer que je trouve l'exercice super important, absolument important. Et je vais te dire pourquoi je pense qu'il est important. Parce que au-delà de tout ce qu'on a pu dire sur les raisons de la défaite de 2018 puis la débâcle de 2022, moi, je pense qu'il y a une raison... je veux dire, je pense que l'offre politique du PLQ n'est pas claire. On peut débattre aussi là-dessus. Hein, je veux dire, il y a d'autres personnes qui diraient peut-être l'inverse, etc. Mais j'ai le sentiment que l'offre politique du PLQ n'est pas claire. Pourquoi je dis ça? Lorsque un électeur, on lui demande la raison pour laquelle il voterait pour
la coalition Avenir Québec, il est capable de dire pourquoi. Généralement, identité / nationalisme, tu sais, un mélange d'un peu de ça, mais tu sais, ça dit quelque chose. Là, tu sais. Lorsqu'on parle du Parti québécois, bon, ben, c'est une évidence, là, on le sait, c'est une question de souveraineté. Oui, tout à fait. Lorsqu'il s'agit de Québec solidaire, bon, ben, c'est un petit peu... Bon, je vais être gentil parce que, je veux dire, tout le monde sait que je suis pas trop là, mais tu sais, en tout cas, disons que c'est, on focus sur des questions sociales, etc. Oui. C'est la gauche. C'est la gauche, la gauche assez... oui. Assumée. assumée, décomplexée, puis bas des affaires. Ouais. Mais bon, en tout cas, lorsque vient la question, lorsqu'on pose la question à des gens, des électeurs, la raison pour laquelle ils voteraient pour le Parti libéral du Québec, beaucoup de gens ne sont pas capables de répondre à cette question. Et pourtant, c'est un peu paradoxal, de tous ces partis politiques-là, le seul dont la raison d'être se trouve même dans son nom, c'est le PLQ. C'est d'être libéral. Et moi, j'ai l'impression que il y a un égarement dans la conception de ce que c'est qu'être libéral. Et être libéral, déjà dans la théorie, ça peut dire beaucoup de choses, mais être libéral au Québec en 2023, qu'est-ce que c'est? J'imagine que c'est là-dessus que vous travaillez. Exactement. Ben, c'est définitivement la raison pour laquelle la première question que notre document de consultation pose, et c'est ce qui a été rendu public dans les médias à l'occasion de notre conférence de presse, c'est qu'est-ce qu'être libéral pour vous en 2023? Tout simplement, pour nous, c'est un point de départ d'une conversation beaucoup plus profonde et beaucoup plus élaborée. Mais c'est la question de base qu'on demande aux personnes qui s'intéressent au libéralisme. Parce qu'on le sait, on est dans une société libérale au sens philosophique du terme, au sens donc de philosophie politique, mais certainement que ce terme-là donc se décline de façon distincte pour l'électorat. Donc, pour nous, c'est important de venir poser ces questions-là. Puis, c'est ce qu'on a commencé à faire. Évidemment, donc là, la conférence de presse date il y a deux semaines environ. Depuis, on a déjà commencé à consulter quelques groupes. Puis, on voit certaines... On voit que l'identité de ce libéralisme-là se construit autour de certaines valeurs. Puis j'ai l'impression que les valeurs qui sont déjà enchâssées dans la constitution du parti, telles que définies par Claude Ryan, donc on les connaît, on les connaît, nos grandes valeurs, sont vraisemblablement à la bonne place. Donc je pense pas qu'on ait une problématique de définition de notre cœur politique, mais effectivement, quand tantôt on se disait, donc on n'est pas dans la redéfinition, mais peut-être plus dans l'actualisation. Bien, il faut qu'on se demande comment est-ce qu'on incarne ces valeurs-là aujourd'hui. Puis il y a des grandes questions, puisque par exemple, on le sait, donc on a l'idée du fédéralisme qui fait partie donc, de nos valeurs, donc on a cet attachement-là donc, à la Fédération canadienne. Fait, comment est-ce qu'on le vit lorsque les questions, lorsque des questions sont posées soit à l'Assemblée nationale ou soit dans la société civile qui nous demandent de trancher d'un côté ou de l'autre quand nos valeurs sont dans l'équation, font partie de la question de l'urne. Bien, comment est-ce qu'on tranche? Donc, je pense que c'est vraiment, ce processus-là va nous permettre de nous définir autour de ça, puis il va nous permettre de nous aider à répondre à ces questions-là, oui, nous-mêmes comme caucus, mais comme parti de façon générale. Mais c'est important ce que Salim disait, où, par exemple, tu poses la question à peut-être même à un député dans le caucus, puis ils ne savent pas c'est quoi nécessairement être libéral. Enfin, ils savent, mais ils ont juste peut-être parfois des définitions un peu différentes. C'est correct. Je pense que c'est plus ça, parce que oui, définitivement, tout le monde, je peux garantir au sein du caucus, à tout le moins, les gens savent pourquoi ils sont libéraux. Oui. Le point d'interrogation que moi j'avais, c'est, puis tu l'as mentionné, on connaît les valeurs du parti, puis on sait tous c'est quoi que ça veut dire être libéral, puis c'est quoi le libéralisme, puis l'exercice ici, c'est de ne pas redéfinir le mot libéral, on peut pas le faire. Donc, il y a des valeurs qui sont associées à cette idéologie-là, puis ça fait des années maintenant que le parti coexiste avec ces définitions-là. Moi, d'après mon expérience, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a un manque d'intérêt sur le terrain. Donc, c'est au niveau du militantisme où il y a une déconnexion. Et quand le comité a été formé, je pense que
oui, c'est un exercice qui est important après, je ne sais pas combien d'années, de revisiter certaines choses, de renouveler. Une génération là, qu'on a fait ce processus-là, fait que c'est sain de le refaire. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai peur que cet exercice-là, ça va être des rencontres, des discussions plus idéologiques, puis que ce soit passé terrain. Oui, puis on néglige un peu les faits que les gens se sont éloignés du parti. Encore là, je trouve que c'est important, mais c'est la question que je te pose. Je comprends ton point, puis pour nous... C'est quoi le but? Là? Est-ce que le but, c'est juste de nous asseoir et de faire toute une affaire académique, intellectuelle, qu'est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va? Ou éventuellement d'aller chercher les gens et leur dire, gars, voici le parti, il n'y a rien qui change. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous convaincre que vous appartenez ici? C'est indéniable qu'il y a un aspect intellectuel au processus qu'on est en train de faire. C'est ça, je pense qu'on ne peut pas y échapper. Puis c'est important qu'on puisse le faire. On est un parti d'idées. On l'a à travers notre histoire, à travers donc certaines de nos époques. Donc on a peut-être plus représenté donc cette mouvance-là. On a peut-être plus à certaines époques, moins à d'autres, mais c'est important qu'on puisse le faire parce qu'à la base, si on se demande c'est qu'est-ce qu'être libéral, il faut qu'on puisse réaliser un certain processus qui soit intellectuel, idéologique, qui nous ancre dans notre base et qui fait en sorte qu'on sache autour de quelle idée on se rassemble. Donc ça c'est le cœur de notre travail. Mais effectivement, ce n'est qu'une pièce du casse-tête. On ne peut pas tout simplement se dire qu'une fois avoir remis notre rapport l'automne prochain, beau travail, tout le monde, c'est terminé, voilà, donc on a la solution en route vers le pouvoir en 2026. C'est pas du tout ça. Effectivement, tu mentionnes donc un travail terrain, un travail plus d'organisation, des questionnements aussi qui doivent se faire sur comment valoriser le capital humain à l'intérieur du parti. Puis oui, je pense que on doit continuer à se poser ces questions-là comme formation politique et décidément apporter certaines solutions sous cet angle-là. C'est pas nécessairement le mandat de notre comité, mais comme je l'ai dit, c'est un processus qui est itératif et l'objectif, c'est de rencontrer les militants, puisque tu nous dis là, ce n'est pas des militants ou des sympathisants, puisque tu nous dis, évidemment, t'es pas la seule personne à le penser, c'est certain. Donc, je pense que ça doit faire partie de la réflexion. Puis pendant notre mandat, au cours de nos consultations, finalement, on nous dit, nos valeurs, elles sont à la bonne place. C'est vraiment tout simplement ça le problème ou l'éléphant dans la pièce. Nous, ça va aussi faire partie de notre rôle de pouvoir le nommer sans nécessairement nous-mêmes travailler sur l'aspect organisation. Mais c'est indéniable. Toute formation politique doit avoir différents piliers. Un pilier qui est intellectuel, idéologique, mais un pilier qui est aussi organisationnel. L'action politique, elle est d'abord une action terrain. On parlait plutôt de comment j'avais vécu la campagne de l'intérieur, puis moi, en campagne électorale, donc je mettais beaucoup plus le chapeau organisation, terrain, militantisme, donc d'aller chercher les gens. Puis ça, c'est important en politique. On n'est pas un think tank. On est un parti politique. Ça, il faut le comprendre. Puis il faut que ce soit clair pour l'ensemble de la formation politique qu'on est toujours en train de jongler avec ces différents piliers-là. Alors, écoute, en fait, c'est intéressant l'échange que vous venez d'avoir parce que George et moi, on a déjà évoqué le comité dans un épisode précédent. Et on n'était pas nécessairement tout à fait sur la même longueur d'onde. Oui. Moi, j'étais complètement dans la nécessité de tenir ce genre d'exercice, effectivement, intellectuel, de savoir un petit peu où est-ce que, idéologiquement, on se situe sur l'échiquier politique, etc. George comprenait l'importance de faire ça, mais en même temps, ce qu'il disait, c'était... Corrige-moi si je me trompe, bien sûr, je ne veux pas parler à ta place, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, les grands principes, etc., là, les gens sont loin de ça. C'est pas ce qui va faire en sorte que les gens vont reconnecter. Alors évidemment, moi, mon argument se rapproche beaucoup de celui que tu nous donnes, Madoua, aujourd'hui. C'est-à-dire que il faut qu'on puisse quand même partir de quelque chose pour pouvoir offrir
pour qu'on puisse avoir une offre politique. Exactement. Oui. Et donc, je comprends la nécessité. Là où, quand même, c'est sûr qu'il y a un bout où Georges m'a fait réfléchir depuis notre dernière discussion, c'est qu'effectivement, à un moment donné, consulter, c'est bien, c'est très important, c'est très intéressant. Puis j'ai cru comprendre en plus que vous consultez des personnes très, très, très intéressantes. Et, mais il est vrai qu'il va falloir arriver à un résultat. Puis je sais que tu parlais d'actualisation. Moi, je vais te dire pourquoi j'aime le mot redéfinition. Moi, je pense qu'il faut arriver à un résultat qui est une redéfinition. Pas pour ne plus être ce qu'on est. Au contraire, une redéfinition, ça veut aussi dire revenir à ce qu'on était ou se rapprocher de ce qu'on est ou de l'actualisation aussi. Mais enfin bref, redéfinition pourquoi? Pour que les gens puissent se dire, OK, voter pour le Parti libéral du Québec, voilà ce que ça dit. Moi, je suis un libéral au sens classique du terme, là, au-delà même d'un membership. Je suis un libéral au sens classique du terme. Puis évidemment, les questions des libertés individuelles, tant sur les questions économiques que sur les questions sociales, sont évidemment absolument incontournable. Tu vois, incontournable. Et pour être bien honnête, moi, j'avais comme l'impression qu'on était plus dans un libéralisme qui était très pragmatique et pas un libéralisme comment je veux dire ça? Plus ancré dans Qu'est-ce que tu veux dire? Mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, je vais te le dire tel que je pense. Oui. Par exemple, loi 96, loi 21, j'ai trouvé absolument épouvantable la position du PLQ, puis la position changeante, la tergiversation, c'était pas clair, ça a fâché beaucoup de monde, des gens de la majorité francophone qui sont des vrais libéraux qui se reconnaissaient pas là-dedans, des gens des minorités ethnoculturelles qui ne comprenaient pas ce qu'il y avait de libéral dans ces positions-là et dans cette tergiversation-là, des gens des communautés anglophones qui ne s'y voyaient plus et s'y reconnaissaient plus. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même dans certaines circonscriptions de l'ouest de l'île, qui sont... Regarde, je sais qu'on prend jamais rien pour acquis, mais c'est des circonscriptions qui sont quand même... Ça peut se reconnaître dans l'offre politique des autres partis. Ouais. Exactement. Et pourtant, le niveau de vote était plus bas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences à ça. Niveau de vote plus bas, c'est aussi un financement qui est plus bas, etc. Donc, alors moi, ce que j'ai l'impression, c'est que il y a une espèce de pellicule autour de ce libéralisme-là. D'où la pertinence du processus. Puis, tu évoquais les chances que vous aviez précédemment, puis c'est notamment donc l'une des raisons pour lesquelles donc il faut qu'on se positionne idéologiquement, qu'il faut qu'on puisse avoir ces réflexions-là parce que l'échiquier politique a changé. Il y a une génération, donc il y a 20-25 ans, quand M. Charest, alors chef du parti, donc il avait octroyé ce mandat-là, M. Ryan, donc de réaliser donc un exercice idéologique, un exercice intellectuel pour poser les socles du parti en se demandant qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque être libéral. Nous sommes entendus sur une définition, mais qui également était pertinent dans un contexte de bipartisme. Aujourd'hui, une génération plus tard, dans un contexte de multipartisme, on est obligé de se reposer ces questions-là parce que tu as nommé tantôt non plus donc grosso modo pour monsieur, madame, tout le monde, ce que signifie, quelle est l'étiquette de chacune des autres formations politiques. Nous, tu l'as dit, notre étiquette, elle est claire, elle est dans notre nom, mais dans la réalité, dans la réalité politique, dans la réalité parlementaire d'aujourd'hui, dans la réalité des débats aussi qui sont plus d'actualité aujourd'hui, qui ne l'étaient pas il y a une génération, c'est important qu'on se repose ces questions parce qu'on n'a pas nécessairement la réponse. Puis je pense que les tergiversations que tu as nommées plus tôt, elles sont symptomatiques de cet éclatement politique d'aujourd'hui. Moi, look, je vais juste clarifier, parce que c'est vrai que oui, ce que Saline disait, on n'était pas tout à fait d'accord à 100%. Je vois l'importance du travail qui doit être fait. Mon point de vue, c'est juste parce que moi, je n'étais jamais sur la colline, je n'étais pas dans un cabinet, j'étais
toujours dans le comté. Oui, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Le terrain. C'est le terrain, c'est les gens, c'est les membres, c'est les militants, c'est ce qui compte. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis que c'est juste une pièce du casse-tête. Tu sais, c'est ce processus, Exact. encore il est important, mais on ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'on le fasse avec les militants. Donc, moi, quand il y a des approches comme ça, comme celle-ci, puis encore là, moi je suis pas parmi ceux qui disent non, forget about that, it's a waste of time. C'est pas ça que je dis. C'est juste que moi, à la fin, je regarde le temps que ça va prendre. On a aussi on est en période maintenant où on va devoir se concentrer sur une course au leadership. Oui. Donc, il y a plein d'affaires qui doivent se produire avant même de commencer à penser. On doit maintenant penser à l'organisation sur le terrain. Donc, moi, c'est juste le temps que je vois, puis je me demande, est-ce qu'on aura assez de temps de rassembler la base, puis les militants, assez pour faire une différence? Moi, je crois. Idéalement pour gagner, mais si ce n'est pas pour gagner, au moins d'augmenter. Oui. Parce que je vais te dire une chose. Si tu viens, par exemple, dans le comté où moi, j'étais dans Laurier-Dorion, puis tu dis, guys, on a fait ce rapport-là, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne veux pas généraliser, mais je suis prêt à gager que très peu de gens vont dire « Oh ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est écrit quoi ici? Hein? Ils pensent quoi du libéralisme? On est où? C'est quoi les valeurs? » Ils s'en foutent. Honnêtement, eux autres, ils veulent voir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est sur la table, c'est quoi la plateforme et est-ce que c'est intéressant? Moi, je me rappelle d'une époque où c'était straight to the point. Hein? C'était, OK, la santé, l'éducation, les aînés, voici, bam, bam, bam. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit accorder à François Legault parce que le gars, il sort et il dit, regarde, on va couper vos taxes. Period. On va augmenter les places en garderie. Il l'a pas encore fait, mais la garderie, 4 ans, là, c'était un pilier de sa campagne, puis les gens se sont associés à ça. Donc, c'est des objectifs très clairs. Ça rentre dans une plateforme et c'est quelque chose qu'ils utilisent pour mobiliser les troupes puis d'avoir l'appui qui est nécessaire. Même donc, quand on est loin. Même quand ils ne livrent pas, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, ça c'est autre chose. C'est aux gens de voir que finalement, on a eu tort de l'appuyer. Mais c'est quelque chose qu'il peut utiliser, lui, pour rassembler les gens, puis de convertir ces appuis-là en vote. Donc, en fait, on est exactement dans ce que je disais tantôt. C'est-à-dire que pour les gens, c'est clair quand on vote pour la CAQ, qu'on vote pour quoi. Tu as tout à fait raison. Là, on n'est pas dans le débat de est-ce que ça livre ou non. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Exactement, exactement. Non, mais on n'est pas en train comment dire, de donner des notes au gouvernement ou quoi que ce soit. Là, c'est pas. Puis juste pour conclure, parce que quand on est en train de regarder les 2 dernières élections 2018-2022, tu sais, c'est sûr que nos couleurs, les gens les connaissent, là, on est libéraux. Les plateformes n'étaient pas tellement claires. C'était je trouve que 2022, je n'étais pas là à l'élection 2018. Je ne commenterai pas cette plateforme-là, mais je pense qu'en 2022, en fait, je trouve qu'on avait une bonne plateforme en 2022. Je pense qu'elle était claire. Ceci dit, souvent, donc, dans une campagne électorale, le cadre politique fait en sorte qu'on ne vote pas nécessairement sur les spécificités d'une plateforme électorale en se disant « Ah, ben voilà, donc c'est cohérent, donc c'est une plateforme qui peut être intéressante pour le Québec. Et il y a quelque chose ici qui peut être intéressant. » Puis je pense que il n'y a aucun commentateur politique qui a dénigré notre plateforme électorale en 2022. Il n'y a aucun commentateur politique qui s'est dit « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, c'est tel élément. » Évidemment, oui, les adversaires politiques ont émis des commentaires, puis ça, c'est normal. Il faut c'est à ça que ça sert, donc des débats. Mais je pense qu'on avait une bonne plateforme. Mais tout le débat sur l'actualisation de nos valeurs, sur qui nous sommes, sur quelle est la question de l'urne pour les Québécois lorsqu'ils se disent « OK, là, je m'en vais, je sors de chez nous, je m'en vais voter libéral. » On est dans des questions beaucoup plus fondamentales aujourd'hui qui précèdent même l'adoption d'une plateforme, peu importe la qualité de celle-ci. Donc, d'après toi, tu as fait la campagne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et selon ce que tu penses, comment le travail qui est fait maintenant avec ce comité-là va le changer? Bien, je vais commencer avec le travail qu'on fait aujourd'hui, puis je vais revenir un peu sur ce que tu disais, c'est est-ce qu'on va avoir le temps de se rendre au terrain? Puis pour moi, je pense que oui, on fait un travail aujourd'hui qui est, je l'ai dit, qui est itératif, mais qui s'en va aussi à la rencontre des gens. Je pense pas que le travail aurait de légitimité si on se mettait à 14 autour du table en se disant, ben voilà, nous avons la solution à tous les maux du parti et voici ce que représente l'avenir.
voilà, nous sommes fiers de nous. C'est pas ça le processus, puis ça ne pourrait pas l'être, justement parce que ça ne mettrait pas en branle ce processus-là d'aller chercher une certaine adhésion au sein de la base. Tu dis les gens ne sont pas intéressés à ce processus-là. Je suis pas d'accord parce que moi, il y a des gens qui m'ont écrit depuis l'annonce, depuis la conférence de presse, qui disent « Quand est-ce que vous venez dans ma région? Quand est-ce que vous venez chez nous? Je veux y participer, je veux y prendre part. Est-ce qu'on peut aller prendre un café? » Les gens sont interpellés par le parti, par son avenir. Ils veulent le voir grandir. Il y a des gens qui nous disent, mon Dieu, c'est triste. Qu'est-ce qui est arrivé à notre parti? Des militants, pas des militants, là, des super militants qu'on connaît, qu'on croise, qui font partie de la grande famille avec un F majuscule, mais des gens qui sont, qui ont été des bénévoles au fil des campagnes, qui ont été des bénévoles depuis l'ère Bourassa, puis qui se disent, qu'est-ce qui est arrivé à notre grand parti? Donc, ces gens-là sont interpellés par ce processus-là. Fait que c'est important qu'on puisse le faire autant pour ça. Puis, pour moi, quand je dis que c'est une pièce du casse-tête, ben, c'est un effet mobilisateur. L'objectif, c'est que c'est aussi une espèce d'effet qu'on puisse amplifier aussi la base, puis que les gens se disent, OK, ben, une fois qu'on est mobilisé autour d'une idée de quelle est notre offre politique, mais un parti, c'est un véhicule. Puis un véhicule, il faut l'entretenir. Puis là, tout ce que tu dis sur, OK, ben, le membership, les gens, la base et tout ça, ben ça, c'est l'entretien du véhicule politique. Puis il faut le faire parce que si notre véhicule, il ne fonctionne pas, on ne va pas très loin. Ouais. Alors, tu vois, Madoua, en t'entendant parler dans ta réponse précédente, j'ai bien aimé quelque chose. Tu sais, t'as dit qu'on est dans un contexte aussi différent, pour la raison pour laquelle tu utilisais le mot réactualisation. On est notamment dans une période, effectivement, de multipartisme, alors que pendant très, 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 très longtemps, on était dans une situation plus de bipartisane, et donc c'est sûr que l'échiquier politique est différent aujourd'hui. Puis il y avait aussi la question souveraineté, fédéralisme, et aujourd'hui, ça se pose un peu moins, effectivement. Alors ça, je le comprends très bien. Mais là, je reviens juste sur une affaire. Le comité, là, donc, va arriver avec des conclusions, un rapport, enfin bref, va arriver avec quelque chose à un moment donné. Moi, je veux dire, c'est mon point de vue, ce qui serait ce qui ferait le succès de ce comité-là, c'est que ce comité-là accouche d'une boussole. La boussole, bien sûr, indique le Nord. Là, en l'occurrence, ce qui serait idéal, c'est que cette boussole-là indique le libéralisme. Tout à fait. Je prends des notes. Alors, et cette boussole-là, elle va servir à chaque fois qu'on se pose une question ou qu'on est dans une situation difficile. Voilà. La politique, regarde, c'est toujours ça. On est tout le temps dans des situations compliquées. Puis, je vais te donner d'ailleurs un exemple récent de situations complexes que vous avez vécues au Parlement et particulièrement au caucus libéral. C'était celui de la motion sur le racisme, la loi 21, etc. Bon, honnêtement, c'était moi qui, pas comme élu, mais comme conseiller, j'ai passé plusieurs années à Québec. J'ai trouvé que c'était très habile et stratégique de la part du gouvernement de l'écrire de cette manière parce que ça vous piégeait d'une certaine manière, parce que il y aurait eu des nuances. Tout à fait, je pense que c'était le dessein de cette motion. C'est ça, il y avait des nuances sans doute que vous auriez voulu apporter ou des choses comme ça, mais rendu là, c'est que si vous vous opposiez, ça donnait une impression, et en même temps, être pour, ça donnait une autre impression. Sauf que je vais être très honnête, là. Moi, je pense que le peu de membres libéraux qui restent encore, je pense pas qu'ils étaient très contents que le PLQ ait voté pour cette mention. Là, je suis pas en train de faire c'est pas à moi de façon de le faire, de procès, de quoi que ce soit, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette boussole-là, que vous n'avez peut-être pas encore, mais que vous aurez peut-être dans quelques mois, à ce moment-là, vous pourriez la sortir sur la table du caucus pour vous dire, OK, mais selon ce travail-là de redéfinition, réactualisation, relance, appelle ça comme tu veux, à donner cette boussole-là. Puis la boussole, là, elle indique que cette motion-là, on ne peut pas voter pour. Eh bien, à mon avis, il faut l'assumer et voter contre. Là, je ne veux pas te faire dire ce que tu n'as pas envie de dire, puis c'est normal, mais ce que je veux, c'est à mon sens, le chemin que devrait emprunter
ce comité-là. Et loin de moi l'envie de me substituer au comité, mais je crois que c'est le chemin que vous devriez suivre. Ben, écoute, on n'est pas en désaccord, parce que j'ai l'impression que tu reprends d'autres termes, les propos que j'ai mis un peu plus tôt, où ce que je disais que l'objectif du comité à la fin de la journée, donc quand on réactualise nos valeurs, ben, elles nous permettent justement de nous positionner lorsqu'on a des débats plus difficile. Bon, tu fais référence à une motion en particulier, mais je pense que c'est le type de contexte auquel je faisais référence aussi un peu plus largement quand je disais que nous, comme caucus, et nous plus largement comme parti politique, bien, lorsqu'on a des questions difficiles à se poser dans un échiquier politique qui est morcelé, avec des débats qui diffèrent de ceux que nous avions il y a une génération, cet outil-là donc, peut nous servir. Donc, tu l'appelles une boussole. J'aime le terme, puis je pense qu'on peut tout à fait l'emprunter. Il faut dire aussi, là, pour les gens qui nous écoutent, que plus que la moitié, je pense, du caucus, c'est relativement du nouveau monde. Oui. N'oublions pas ça, parce que, tu sais, nous, quand on a commencé en 2007... sur 19. Tu sais, quand moi, je commençais en 2007, c'est sûr que tu es en position du gouvernement, donc il y a très peu de places qui se libèrent, qui représentent des comtés qui peuvent amener des élus. Tu sais. C'est sûr qu'il y avait des sièges partout, là, il y a 125, mais des sièges qui pouvaient vraiment faire la différence au gouvernement, il n'y avait pas tellement. L'échiquier était déjà un peu établi. Donc, les nouveaux qui rentraient, il y avait... c'était comme une école, tu sais. Il y a les nouveaux députés qui rentrent dedans, puis il y a comme, I don't know, une trentaine, une quarantaine d'anciens. Oui. Puis tu les regardes, c'est des mentors, t'apprends. Là, cette fois-ci, c'est presque l'inverse. Ou, je sais pas les nombres exacts, mais je pense que c'est un peu plus que la moitié. Oui, c'est des nouveaux. 10 nouveaux sur 19 élus en ce moment. Eux autres, ils rentrent, OK? Puis... les gens qui sont déjà là, évidemment, il y a eu toute la saga avec Dominique Anglade, puis Marie-Claude Nichols. Tu sais, moi, je me suis mis plus dans les souliers des nouveaux qui rentrent, puis ils sont excités. C'est sûr que t'es pas rentré, t'as perdu l'élection, mais quand même, t'as gagné ton comté. T'es nouveau, comme toi, par exemple. Oh, je suis excité, je rentre au Parlement, puis les premières semaines, c'est comme les batailles, les affaires, c'est comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Reality check. C'est un reality check, au lieu de rentrer et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, il y a une organisation, il y a quelqu'un qui pilote le navire puis dit, OK, guys, OK, voici, bon, on va faire ça, toi, t'es là, tu sais, une structure qu'on a toujours connue. Mais là, tout à coup, c'est le chaos, tout le monde est perdu, il y a des chicanes, il y a des murmures, tu sais, les jeux de coulisses. Je veux juste, on va partir un tout petit peu parce que je veux juste savoir un peu ton point de vue. Tu sais, tu rentres comme nouveau député, puis tu retrouves une scène comme ça. C'est pas évident, là, tu sais, de pouvoir ramener tout le monde. Puis il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a une vingtaine, il y a 20, mais moins 19 députés. Une personne logique qui suit la politique pense que, regarde, 19, come on, guys, get your stuff in order, tu sais. Vous êtes juste 19. Mais c'est quoi le sentiment d'un nouveau député? C'est un scénario. Mais c'est pas évident. Mais surtout dans un scénario comme ça où tu rentres, tu es en opposition, puis là, les couteaux sortent. Nous, on n'aime pas la chef. Non, nous, on l'aime. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, tu sais, toute l'affaire coule dans les médias. Puis, quelque chose qu'on n'avait jamais été habitué à voir au Parti libéral. Tu sais, les petites chicanes, là, c'était gardé en famille, presque. Oui. Ben c'est sûr que c'est pas évident comme nouvel élu. Donc, quand on arrive dans un environnement comme celui-là, puis je pense que George l'a bien nommé au début, donc après le 3 octobre, donc c'est l'excitation, c'est la sermentation. Donc, tout est un petit peu plus grand que nature. Donc, on n'est pas encore tout à fait confortable dans nos habits, là, dans nos nouveaux habits. Donc, on a vraiment des étincelles dans les yeux. Et puis, évidemment, donc c'est un retour à la réalité un peu brutale par la suite quand il y a ce type d'événement-là qui arrive. Donc, c'est pas évident là, de passer à travers, mais en même temps, c'est certain là, que ça constitue aussi peut-être un baptême, puis ça nous fait prendre quelques notes. Donc, tu parlais tantôt de quand on est un nouvel élu, puis qu'on arrive dans un environnement où on est au gouvernement, qu'il y en a déjà une 30-40 de potentiels mentors. Ça permet un certain apprentissage, mais dans le contexte dans lequel nous sommes arrivés comme nouveaux élus, c'est certain que ça peut constituer un apprentissage aussi de voir ce qui s'est passé. C'est ça, parce que le point que je voulais faire avec tout ça, c'est que
Moi, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir des nouveaux visages dans le parti. À un moment donné, le parti doit se renouveler. Puis on était habitué, au moins depuis moi quand j'ai commencé, ces changements-là se faisaient très lentement. Au compte-gouttes. Tu sais, 3, 4, 5 nouveaux qui rentraient, puis tu sais, il y avait cette rotation. C'est normal aussi. Puis je veux revenir là-dessus, ce que j'ai l'impression, tu sais, moi, puis bien avant de savoir même que je serais candidate, moi, ce qui m'irritait un petit peu quand je regardais l'actualité politique, c'est que j'avais l'impression, dans les dernières années, que le commentariat professionnel se faisait un malin plaisir, là, donc à se dire, oh mon Dieu, donc ils vont tous quitter, donc est-ce que c'est une débâcle? Donc les gens se plaisent là, à planifier notre mort politique. Mm-hmm. Donc, c'est presque amusant là, ici au Québec. Donc, on voyait tout le branle-bas de combat là, que ça suscitait. Mais en même temps, il y avait un changement générationnel qui devait s'opérer de toute façon. Mm-hmm. On le voyait, plusieurs des élus étaient là depuis un bon moment. Tous ceux le nombre là, que tu as nommé, donc de l'époque où nous étions au gouvernement. Donc, c'est normal, indépendamment là, de ce qui allait se passer cette élection-ci. C'est sûr là, qu'il allait s'opérer un changement générationnel. C'est sain pour un parti que ça se fasse. C'est normal que ça se passe. Puis moi, je déplore que pendant les 4 dernières années, donc on essayait là, d'associer là, le départ là, de certains ténors avec ce qui se passait au sein de notre formation politique, alors que de toute façon, ce changement générationnel-là, il allait s'opérer, puis qu'on allait voir une nouvelle guerre cette élection-ci. Mais c'est tout à fait normal. Puis ce que je voulais dire, c'est que c'est une bonne chose. Il y a des nouveaux visages. Il va y avoir une petite fenêtre là, où les gens doivent apprendre puis rentrer un peu dans le chemin. Et ça, c'est pour revenir sur ce que tu disais, Salim, où tu demandes aux gens au caucus, puis c'est sûr qu'ils savent c'est quoi être libéral, oui. Mais c'est pas comme ce qu'il a été déjà en 2008-2009 où tout le monde était comme pop, pop, pop. C'était comme structuré. Mm-hmm. Il y avait des réponses. Tout était comme in sync, tu comprends? Mm-hmm. Ça va venir et je pense que c'est une bonne chose pour le parti. C'est un renouvellement. Moi, ce que je veux voir, comme j'ai dit, c'est parfait. On a eu un petit bouleversement au niveau de la classe politique, des élus. Il faut maintenant aussi regarder dans la base militante parce que c'est surtout moi ce que j'ai remarqué où il y avait un grand manquement, où il y avait les gens qui se sont complètement dissociés. Ils étaient absents. Mm-hmm. On va juste compléter rapidement. Oui, justement, parce qu'on arrive un petit peu vers la fin de notre échange. Et alors justement, on parle de changement générationnel, oui. Et d'une manière générale, on voit toujours d'un bon œil l'arrivée de nouvelles personnes, de nouveaux visages, un nouveau dynamisme, etc. Une maman à l'Assemblée nationale, oui. Ça donne quoi ça? Ah là là, ça donne quelqu'un d'organisé, ça c'est sûr d'abord et avant tout. Ça demande des sacrifices, ça aussi. Donc moi j'ai un petit poupon de 14 mois maintenant, oui. Donc j'ai fait campagne avec un tout petit bébé là, au cours des derniers mois là, que j'ai vu se transformer sous mes yeux. C'est des points extras ça en passant. Hein? Ah oui? C'est des points extras. Ça donne une perspective là, sur les enjeux aussi. Là, puis ça, je pense que ça c'est toute formation politique confondue. Oui. On parle souvent donc d'avoir des femmes, des jeunes femmes à l'Assemblée nationale. C'est pas évident. C'est important là, qu'on puisse avoir une assemblée qui elle-même aussi s'actualise, oui. Qui permette certains ajustements là, pour que les femmes donc puissent, les femmes, les jeunes familles là, de façon générale, même de façon même non genrée, puissent avoir certains accommodements puis siéger. Je suis de facto coprésidente du Cercle des jeunes parlementaires. Bon. Je m'étais pas nécessairement embarquée là-dedans, mais la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est une personne par formation politique âgée de moins de 35 ans donc qui est coprésident. Puis bon, chez nous, par défaut, donc je suis la seule élue de moins de 35 ans, donc c'est moi. Puis cette question-là, de la conciliation travail-famille, elle revient au Cercle des jeunes parlementaires. Alors, t'es maman d'un enfant de 14 mois. Oui. Et je pense qu'il y a Marois Risky, un enfant de 5 mois. Oui, c'est ça, 5-6 mois, oui. Etc. Je ne sais pas pour les autres partis politiques, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi des personnes. Des jeunes parents. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une garderie. Une halte garderie qui s'en vient
Ah, qui s'en vient, c'est oui, pas encore le cas. Exactement. Okay. Donc, c'est pas encore le cas. Donc, normalement, donc cet automne, donc il devrait y avoir une halte garderie sur donc, les prémices là, de l'Assemblée nationale. C'est magnifique. C'est génial. Oui. En fait, ça, c'est des bébés qui doivent connaître la 20 parfaitement, ou la 40 dans ton cas, peut-être par là où tu parles. Oui, moi, c'est définitivement plus la 40. Ouais, c'est ça. Madoua, on peut franchement rester ici pendant des heures et de discuter. Je sais que tu es occupé maintenant comme député. Il y a plein d'affaires dans l'agenda. Ah oui, il y a des conseillers qui nous disent que c'est bientôt la fin. Là. C'est ça, exact. Puis c'est correct, on est habitué. Anyway. Merci beaucoup d'être là, d'avoir pris le temps. Merci pour ces belles conversations. Merci. On va suivre de près, évidemment. Puis nous deux, c'est sûr que dans les prochains mois, on aura pas mal plus de discussions là-dessus. Il y a des congrès qui s'en viennent. Il y a une course au leadership qui s'en vient aussi. C'est juste le début. Donc, on va suivre ça de près. Puis, Madoua, honnêtement, si jamais Georges et moi, on dit des choses avec lesquelles toi ou une de tes collègues ou des gens sont pas d'accord. Well, too bad for them. Non, mais sérieusement, on veut. Non, mais je veux dire, on n'est pas là. On n'est pas dans le conflictuel ni dans le. Non, on veut entendre. En fait, l'idée ici, c'est d'enrichir le débat. Mais voilà, quand on dit qu'on est un parti de débat, un parti d'idées, ben c'est ça. Exactement. Donc, si par exemple, George ou moi ou nous deux sommes dans le champ, là, un de tes collègues pourrait venir ici pour nous dire à quel point on est dans le champ. Ça nous fera plaisir. Ben oui, ça nous fera plaisir. Nous, on n'est pas un média, on n'est pas payé, on fait rien. Nous, on fait ça pour le fun, on aime ça. Alors, vous êtes les bienvenus. Quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Y compris sur des autres partis, par exemple. Madoua, encore une fois, merci. Merci tout le monde. N'oubliez pas, allez vous abonner à YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, sur toutes les plateformes audio. On va mettre tous les liens des réseaux sociaux de Madoua dans la description. Comme ça, vous pouvez suivre de près toutes les belles choses qu'elle fait, soit à l'Assemblée nationale ou dans son comté ou en général avec ce comité-là aussi. Encore une fois, merci beaucoup. Merci Madoua. Merci beaucoup, messieurs. All right, ciao tout le monde. On vous voit au prochain épisode. Bye.